Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être une nouvelle vidéo, donc la vidéo de l'ignorant. Ce sera sur un langage particulier, Elixir. D'ailleurs, si vous avez peut-être des idées de nouvelles vidéos de l'ignorant, comme par exemple sur des langages de programmation, des technologies, des concepts, des choses que vous pensez qu'on ne connaît pas vraiment, n'hésitez pas à les proposer. Donc ce sera toujours une bonne expérience de découverte. Donc sans plus tarder, allons regarder ce qui concerne Elixir. D'ailleurs, ce que je peux faire en fait, c'est trouver un fond d'écran. Voilà. Donc j'ai pu me faire un fond d'écran, vu que j'en ai pas trouvé sur internet. Donc on entre. Maintenant je vais l'ajouter à mon thème. Je vais aller dans Template, je vais reprendre le template Haskell et je vais le renommer. Voilà. Donc pour l'instant on va garder le même type de couleur. Là la différence c'est qu'à place de Haskell, on va mettre Elixir comme ça. On n'a plus qu'à tester. Alors, si on va dans thème, puis Elixir, ok. Donc si je rouvre le terminal, ok, donc nous avons quelque chose. Voici donc avec un terminal Elixir, je pense qu'on est prêt pour débuter l'aventure. Nous voici dans la page d'accueil de Elixir, c'est du light theme. Je vais voir en fait si je peux pas trouver Dark Reader. Ah oui, là c'est mieux. Bon là on perd un peu le logo, mais là c'est mieux. On peut voir ici que Elixir donc is a dynamic functional language for building scalable et maintainable application. C'est fonctionnel, donc on commence déjà à être amis. Donc là il fait quand même une déclaration assez audacieuse. Vraiment audacieuse, c'est qu'il dit que c'est vraiment très bon pour le web development, pour les embedded software, pour le machine learning, pour les data pipelines et le multimédia processing. C'est très prometteur. Comment on fait pour débuter? Il y a le Getting Started Guide ici. Alors, Introduction, welcome. This guide will teach you about Elixir Fundamental. Installation. On peut aller dans l'installation page qui est ici. Pour la distribution Debian, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc, on va d'abord ici l'installation classique. On va faire sudo apt install Elixir. Ça marche. On va voir maintenant ce que ça a donné. Bon l'installation c'est fait. Interactive mode. On installe Elixir will have free commands. Donc nous avons IX pour Interactive Elixir. On va lancer IX. Ok, donc on est dans Elixir maintenant. Alors il nous recommande de faire 40 plus 2. 40 plus 2. 42. Ensuite, on va faire Hello et World. Ok, donc l'opérateur de concaténation, c'est cette sorte de balise vide. C'est un peu spécial. Je me demande pourquoi est-ce que nous avons choisi ça. Donc, on va mettre hello.exs. Ça ressemble un peu au exit Windows, mais là, cette fois-ci, nous avons un S. Donc, comme ça, nous avons Elixir qui est dedans. Après, pour le lancer, on doit faire Elixir. Ah, c'est seulement Elixir. Très pratique. Ensuite, on va faire Elixir. Et ça doit être Hello là-dedans. Ok, donc ça, c'est les types de base. Et je commence à aimer certains trucs. Après, ils sont ce qu'on appelle des atomes. Donc, si je me trompe pas, ça veut dire que ce sont juste des sortes de simples symboles qui peuvent être utilisés comme valeur. J'aime bien justement la notation des tuples de cette façon-là. Je trouve que ça fait un peu plus sens. Ok, donc nous avons l'arithmétique. Je pense que on voit à peu près comment c'est. Les fonctions sont comme ça. Ça a l'air vraiment cool. On peut aussi trouver de l'aide sur les fonctions en faisant juste un hash et ensuite on met le truc. Si je prends round comme par exemple 0.7, ça devrait l'arrondir. Ouais, c'est ça. Donc si je fais maintenant un hash pour help, je fais round. C'est ce que je mets 1. Ça veut dire normalement c'est le nombre de paramètres qu'il doit prendre.
parce que je sais qu'un langage de programmation logique que j'aime bien utiliser, Prolog. Donc peut-être une fois je ferai une vidéo sur la programmation logique et vous parler de Prolog. Mais donc voilà, avec ça, donc on peut avoir quelques informations sur la fonction. Hey, c'est pratique. Franchement, les gens, ce que j'aime beaucoup, c'est les éléments qui sont de type TLDR. Souvent, lorsqu'on parle de TLDR, c'est simplement dire too long, don't read. Il y a aussi une ligne de commande qui s'appelle TLDR et qui permet en fait d'avoir des exemples d'utilisation pour une commande en particulier. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup aussi la documentation par l'exemple. C'est beaucoup plus parlant. Vraiment, un énorme pouce pour l'idée qu'a pris justement Elixir pour ça. J'aime bien. Je vois qu'ici, en fait, mettre des opérations comme par exemple un and true, ça va pas donner quelque chose. C'est-à-dire que son système de type est plutôt statique plutôt que dynamique. C'est-à-dire qu'il ne va pas changer le type tant qu'on ne l'a pas précisé. Après, on a aussi d'autres notations aussi pour les personnes qui sont plus habituées à des langages C-like. Bon, vous avez aussi le OR et le AND comme ça. Oh, ils ont le string interpolation. Ça, c'est cool. Oui, on dirait que les listes n'ont pas besoin d'avoir un type spécifique ou pratique dedans. Ils ont leur opération de concaténation. Eh, ça, c'est cool. Donc on dirait que les listes ressemblent un petit peu à des ensembles, mais bon, c'est pas exactement le cas, hein, parce qu'ici on enlève le true false. Avec true false ici qui vont partir, mais le dernier true va rester. Donc ça a l'air assez intéressant. Ok, donc ils ont quand même leur bizarrerie. Donc si on donne un nombre ou une liste de nombres qui peuvent être affichables donc en termes ASCII, donc il va en fait retourner une chaîne de caractères. Parce qu'on dirait que, étant donné qu'Elix est basé sur Erlang, ils ont l'habitude de travailler avec ça. Oui, les tuples aussi, donc ils ont leur truc cool. Hein. Donc c'est vrai, j'ai oublié, j'ai pas encore testé les items. Par exemple, je peux créer mon item Fabrice. C'est juste en tant que tel une valeur. Si je donne juste un mot-clé, c'est une valeur, ça peut pas être forcément une valeur numérique ou un nombre, etc. Donc vous verrez que ça, c'est quand même quelque chose de très pratique. Mais c'est seulement dans des cas un peu spéciaux, comme par exemple dans des cas là où on veut être un peu plus créatif et un peu plus ingénieux. Donc comme vous le voyez ici, on voit que là, pour ce qui concerne attraper les éléments et tout, il va falloir plutôt utiliser une approche vraiment fonctionnelle en utilisant des fonctions. Donc ici, comme par exemple, nous définissons tuple. Donc comme dans l'exemple, je peux définir un tuple comme ça. Mais après, pour récupérer un élément du tuple, il va falloir en fait utiliser lm. Donc après, on précise son index. Donc ici, c'est 1, parce qu'on dirait que les tuples commencent avec l'index 0. Donc ça, c'est déjà un très bon signe. Ok, donc là, on est tombé sur quelque chose d'encore plus bizarre. Nous avons l'opérateur en fait égal, qui est plus un opérateur de matching. Donc ici, on assigne la valeur x à 1. Et après, on peut faire du pattern matching en disant que 1 est x. Donc ici, si c'est vrai, ça marche. Mais comme par exemple, étant donné que x c'est égal à 1, si je fais comme par exemple 7 et x, ça va pas marcher parce que ici, x a la valeur 1 et donc ne peut pas être matché avec 7. Maintenant, il faut savoir si il y a des applications intéressantes avec. Donc il garde quand même la règle qu'une variable peut être assignée seulement que du côté gauche. Donc on a le pattern matching classique. Hein. Donc je ferai aussi une vidéo où elle sortira peut-être au moment où vous voyez cette vidéo, donc sur le pattern matching, mais cette fois-ci c'est du côté de Rust. Donc voilà, ici j'ai pu définir ABC, donc c'est-à-dire si je prends B, il va avoir la valeur world, A va avoir la valeur hello et C va avoir la valeur 42. Intéressant, donc ils ont aussi la syntaxe head and tail. Donc ça c'est quelque chose d'assez souvent utilisé donc, dans la programmation fonctionnelle. C'est pour en fait avoir des éléments ou des constructions de type récursive. Mais il n'y a pas trop besoin de savoir à peu près. Donc mettre ça sur le côté gauche en fait fait en sorte à ce que le matching ne se fait pas. Donc nous avons aussi les control flow, hein, donc avec le case qui ressemble plus à du pattern matching classique sur des éléments qu'on connaît. On peut faire des guards, comme dans les patterns matching classiques. Ah mince alors, les guards, on dirait que s'il y a une erreur, il ne va pas le dire, c'est juste que la chose ne va pas être passée dedans.
Ok, donc ça c'est l'un des points là où il serait très safe. Pas, ça me surprend, donc un langage de programmation fonctionnelle, mais ok, c'est marrant. Donc pour les personnes qui préfèrent, il y a aussi les if-else qui ressemblent en fait au compte. Donc compte, ce serait une façon un peu plus fonctionnelle de représenter ça, mais donc c'est-à-dire c'est selon des conditions spécifiques. Comme on aurait pu se douter, donc ici nous avons des fonctions de type anonyme définies avec le mot-clé fn et ensuite avec les paramètres qui sont directement donnés et le corps qui est donné comme ça. Et donc ils doivent être suivis d'un end. Donc oui, les fonctions anonymes sont des closures. Hein. Et donc oui, on peut définir les fonctions de cette façon-là. Donc oui, ici donc dans Elixir, donc plus souvent dans la programmation fonctionnelle en fait, on a seulement que des fonctions anonymes. Et donc elles sont définies comme ça. Donc ça peut être défini sur une ligne ou sur plusieurs lignes. Intéressant, les fonctions peuvent aussi utiliser des guards sur leur valeur d'entrée. Donc là c'est littéralement méta. Donc je comprends pourquoi est-ce que c'est un type de langage fonctionnel très intéressant. Et je n'avais jamais pensé à ça. C'est puissant, c'est assez puissant. Pour dire vrai, c'est comme si c'était l'accumulation de plusieurs fonctions en une seule, ou qui permet en fait de faire des traitements de cas. Donc pour les personnes qui ont déjà travaillé avec Haskell, je pense que vous voyez un peu où est-ce que ça mène. Donc l'outil de capture peut être là aussi pour servir de wrapper ou de couvreur pour les fonctions. Donc ouais, je vois à peu près comment c'est. Ça permet donc de faire des raccourcis beaucoup plus facilement. Alors avec ça, nous pouvons aussi créer des maps. Donc pour ça, il va falloir utiliser le pourcentage avec aussi cette notation. Bien sûr, l'avantage avec les structures de données, c'est de pouvoir en fait les combiner, les mettre ensemble pour avoir quelque chose d'assez particulier. Comme par exemple ici, nous avons pu déterminer un map. Ah, comme je le pensais, donc ici, nous n'avons pas de loop, de boucle for ou while. Il va falloir utiliser la récursion. Donc je pense qu'il fait comme Haskell, il permet de pouvoir définir des choses sans avoir à utiliser trop de ressources de mémoire. Donc je pense qu'ils ont des méthodes ou des moyens d'éviter le Stack Overflow. Très intéressant. Je pense pas que ça va être la tasse de thé de tout le monde. Et comme je le pensais, donc nous avons aussi les fonctions d'ordre supérieur, hein, donc radius et map. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder aussi une des vidéos que nous avons sorties sur la programmation fonctionnelle, c'est sur les fonctions d'ordre supérieur. Et comme on l'avait vu au début, donc nous avons Elixir qui a le pipe operator qui va nous permettre de pouvoir en fait enchaîner la plupart de ces commandes. Ok, donc ça c'est intéressant, mais par contre, je dois avouer ici, bon, ici je vois comment c'est, hein, donc c'est une fonction qui va prendre en fait un premier argument, donc ça doit être $1 c'est le premier argument, $2 le deuxième argument, etc. Par contre, ici, le point d'interrogation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, donc c'est juste des conventions de nommage, donc ça veut dire que ça ne fait rien de très particulier. Il faut plutôt mettre un point d'interrogation ou dire en fait à la personne que la fonction retourne un booléen. C'est un peu particulier, je m'attendais pas à ça pour être honnête. Bon, je dois vous avouer que ça fait pas mal de documentation parce que je ne savais pas quelle était la syntaxe de Elixir. Du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de faire quelques exercices. Je vais essayer de faire du code wars et voir en fait si j'ai le niveau maintenant. Donc ici nous avons un cas assez intéressant, donc c'est quelque chose de simple. Nous allons recevoir en fait une liste de 4 éléments. Et dans ces 4 éléments, en fait, les deux premiers AB forment un point, les deux suivants CD forment un deuxième point. Et maintenant on doit essayer de trouver la pente qui doit en fait joindre les deux points. Donc après, une fois que nous avons cette pente-là, en fait, il faut l'écrire sous la forme de chaîne de caractères. Parce que dans un cas où la division ne marche pas, il faudra retourner en fait undefined. Donc c'est l'un des trucs qu'on va pouvoir essayer, ou que je vais pouvoir essayer et voir en fait si j'arrive à faire quelque chose avec. Donc voilà, j'ai pu trouver une solution avec ça. Donc il suffisait juste de faire du pattern matching en fait en 2 fois. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je prenne donc les valeurs x1, y1, x2, y2 des points, vu qu'il n'y en aura toujours que 4. Après, à partir de là, il va falloir juste prendre un premier point et un deuxième point. Donc, on fait la différence entre les bases horizontalement, la différence entre la hauteur, donc verticalement. Et à partir de là, en fait, on vérifie un cas. Donc, si au niveau des bases, en fait, on a 0, il n'y a pas besoin de vérifier plus que ça. On dit juste que la valeur est non définie. Dans le reste des cas, on fait juste ceci. Donc, on fait le calcul.
Donc comme vous le voyez, on peut faire quelque chose d'assez intéressant, et donc ça m'a pris que 5 lignes, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Bon, après il pourrait y avoir peut-être quelque chose de plus court comme notation, je sais pas. Et voilà à quoi ça ressemble. Et comme par exemple, on dirait que quelqu'un a plutôt pris une représentation de type fonctionnel, qui a directement fait en fait un pattern matching en direct. Ok, donc oui, on peut faire des trucs intéressants donc en disant des pattern matching. Donc de cette façon-là, en fait, on peut traiter le cas beaucoup plus facilement. Ok, donc je pense que la façon de travailler avec Elixir, c'est surtout sous la forme de pattern matching fonctionnel ou de pattern matching avec des fonctions. Great! Un truc vraiment génial, c'est qu'ils ont aussi les compréhensions en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant en tant que tel, parce que ça nous permet en fait de pouvoir directement faire du filtrage, même directement à l'intérieur de ce type d'éléments. Donc c'est du filtrage par pattern matching. Et là aussi, donc on peut utiliser des boucles. Bon, c'est pas vraiment des boucles for, c'est du pattern matching avec for. Donc on peut vraiment enchaîner et piper la plupart des éléments. Donc ici, c'est les multiples générateurs, mais ça permet aussi de créer en fait de façon built-in aussi des produits cartésiens. Donc ça veut dire des sortes de combinaisons de deux éléments. Comme par exemple, nous avons ici les items A, B, C, et nous avons ici deux nombres. Donc de cette façon-là, en fait, on peut faire une combinaison. On a A avec 1, A avec 2, B avec 1, B avec 2, C avec 1 et C avec 2. Et on obtient quelque chose comme ça. Donc nous avons aussi la capacité de pouvoir définir des structures. Donc, qui sont des éléments qu'on peut définir personnellement comparés aux maps, comme par exemple. Mais les structures doivent être définies à l'intérieur d'un module. Donc ce module doit avoir un nom. Et après, on peut définir le struct avec les champs, mais aussi les valeurs par défaut. Donc on dirait qu'il veut toujours qu'il y ait des valeurs par défaut. Et à ce niveau-là, après, on peut utiliser l'utilisateur. Donc si on le définit simplement comme ça, il va déjà donner des valeurs par défaut. Mais après, on peut aussi choisir, comme par exemple, de définir certaines valeurs. Là, nous avons l'utilisateur, donc on va lui donner le nom Jane. Mais l'âge ici, 27, qui a été déjà défini par défaut, donc revient. Donc l'accès est aussi similaire, l'update est similaire. Donc ouais, c'est vraiment pratique. Je vois que c'est vraiment des structures de type fonctionnel. Donc oui, les protocoles ici, c'est une fonctionnalité de Elixir, donc c'est comme en fait les interfaces dans Java ou bien même les traits dans Rust. Ça permet en fait de pouvoir utiliser en fait un ensemble de fonctions et donc en fait pouvoir le mettre dans un type de données qu'on veut. En termes de la gestion d'erreurs, donc ils utilisent les try and catch. Bon, c'est un truc pour lequel je suis pas fan. Donc une page super intéressante vient des enums. Donc ces enums, ça peut être vraiment quelque chose d'assez similaire aux itérators dans Python ou dans Rust. Donc je vois qu'ils ont quand même une certaine quantité de ces fonctions-là. Donc je pense que si vous voulez travailler avec une liste d'éléments, une suite d'éléments, ou bien même d'autres structures dans ce type, vous aurez en fait de quoi faire. Je vois même que nous avons des choses comme drop, while, etc. Donc des choses qui nous permettent de pouvoir construire aussi des éléments qui court-circuitent. Ici, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la récursion. Donc il y en a pour tout type, agrégation, accumulation, pour trouver, grouper, etc. Il y a même un chapitre sur la métaprogrammation, donc avec l'usage de deux éléments, donc c'est quote et unquote. Donc je pense que ça permet de transformer une structure ou du code justement une sorte de structure qu'on peut alors traiter et manipuler. Et unquote donc doit faire l'effet inverse. Donc vous verrez que la métaprogrammation, c'est transformer du code en données et transformer du données en code. Donc ça peut aider vraiment pour respecter le principe don't repeat yourself. Il y a aussi la possibilité d'avoir des macros en plus. Et là, je vois aussi que nous avons des domain specific language, donc c'est-à-dire ce sont des sortes de sous-langages qui peuvent être utilisés. Donc je pense que grâce à ça, vous pourrez aussi créer un peu votre propre syntaxe. Donc on va regarder Elixir en tant que langage sur Wikipédia pour terminer. Alors ici, donc, on peut voir quelques informations. Donc Elixir est un langage de programmation. Donc comme je m'en doutais, donc, il faut aussi mettre l'accent sur la métaprogrammation et sur les protocoles qui permettent de faire du polymorphisme. Par contre, il n'y a pas plus d'informations sur Elixir que ça. Langue de Shakespeare, normalement il devrait y avoir plus. Ouais, par exemple là nous avons les fonctionnalités.
D'accord, donc ce qui est bien, c'est aussi le tooling qui est très bien en termes d'écosystème. Il y a un iterative repo, d'accord. Donc ouais, il utilise pas mal de choses de la programmation fonctionnelle. Donc tout est une expression, nous avons du pattern matching. Ils ont aussi du type hint. Donc attention ici, hein, on voit que bien qu'il soit fonctionnel, donc il n'utilise pas directement du typage. Ou donc le typage classique où il est strictement typé, donc on peut utiliser les type int. Mais sinon, normalement, il devrait être en mesure alors d'inférer lui-même le type des objets. Et ça, c'est pas mal d'avoir un langage dans ce genre-là. Des collections aussi asynchrones, ça c'est très rare d'avoir des choses un peu built-in comme ça. Ok, donc oui, nous avons pas mal de trucs, Array Oriented Programming, Metaprogramming aussi. Donc on a un accès avec direct à l'arbre de syntaxe. Et voici quelques exemples d'usage qu'on peut voir dedans. Donc comme vous voyez, la syntaxe est assez courte. Bien alors, si je dois donner mon avis sur le langage, alors je vous dirais que il est bien. Franchement, je le trouve très bien. C'est vrai que je n'ai pas été super enchanté de le voir en tant que tel, mais c'est certainement parce qu'il utilise quand même beaucoup sur une syntaxe qui paraît un peu bizarre. Bon, même surtout pour les personnes qui font en fait de la programmation procédurale et de la programmation orientée objet, ça peut vraiment paraître bizarre et au tout début j'ai vraiment été aussi intimidé. Si je dois dire des choses dessus, il y a certaines fonctionnalités qui ressemblent pas mal à R, hein, donc comme par exemple les pipes qui sont proposées ici, et qui permettent donc un traitement des données vraiment intéressant, des types qui sont inférés par défaut. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Je pense que ça suit un peu l'idée de pouvoir développer des trucs simplement, facilement, qui peuvent être vraiment efficaces. Donc pour ma part, c'est vrai que j'ai pas été super fan de la syntaxe. Donc je dois vous avouer que ça me paraît un petit peu bizarre et un petit peu lourd, surtout lorsque on doit en fait définir des modules là-dessus. Donc il faudrait que je puisse faire un peu plus d'expérience dessus, mais je vois très bien pourquoi est-ce que Elixir est pas mal. Donc si vous venez de langages comme R, comme Julia, je pense que là vous allez normalement pas trop avoir de problème pour travailler avec ça. Si vous venez de langages comme Python, je pense que ça risque d'être compliqué pour vous, de même si vous venez d'un autre langage comme Java, qui est plutôt orienté objet, alors là aussi vous allez avoir le cerveau retourné. Donc ça peut être pas mal de pouvoir adopter justement un paradigme fonctionnel. Donc je dirais, si je dois placer Elixir, c'est un petit peu comme une sorte de Haskell. Bon, encore une fois, pas mal de gens vont m'en vouloir, avec des histoires de piping qui ressemblent pas mal à R et à Julia, et plutôt orienté dans un type de domaine qui est similaire à Go, comme par exemple, mais qui Go, lui, va plutôt prendre une approche orientation objet, pas orienté objet, parce que c'est pas exactement la même chose vu qu'il n'a pas ce qu'on appelle l'héritage, mais pas mal de fonctionnalités intéressantes, et il peut aussi manipuler ce qui concerne les types. Mais après, c'est vrai que pour la gestion d'erreurs, je ne suis pas très fan. Mais pour Elixir, la gestion d'erreurs, je ne la trouve pas géniale. Ou ce n'est pas ma tasse de thé. Donc pour les personnes qui connaissent Elixir, qui peut-être connaissez justement sa force, je pense que vous allez certainement me dire ce que vous avez trouvé de bien, intéressant ou pas intéressant dans ce que j'ai dit. Donc voilà, je récapitule donc ses forces. Je pense que c'est surtout dans le piping, dans le pattern matching, dans les approches fonctionnelles. J'ai pas encore vu très bien comment les fonctions peuvent être combinées, mais je pense que c'est surtout avec les piping et les enums. Nous avons aussi après la métaprogrammation qui doit faire des trucs assez intéressants et des protocoles aussi qui définissent finalement un regroupement de type. Je pense que je vois à peu près la force de ce langage dans le fait qu'il soit vraiment assez court, succinct. Peut-être un petit peu difficile à lire, mais on peut s'y habituer très vite. Donc voilà, alors moi je vous dis en tout cas à bientôt et prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse.